Donc là, c'était, disons, les Hamiltoniens complètement intégrables. J'ai encore une remarque qui va venir dans... Enfin, une remarque, oui, un commentaire qui va venir dans un slide ou deux. Ceci étant, donc, alors, une remarque sur les sous-variétés lagrangiennes invariantes. Donc, on a vu qu'est-ce que c'était qu'une sous-variété lagrangienne. Maintenant, quand j'ai un Hamiltonien... Alors, excusez-moi, pardon. Il y a une version... Alors, j'ai envie de dire c'est une sorte de théorème de Darboux, mais nettement plus sophistiqué. Mais enfin, la démonstration est assez proche de celle du théorème de Darboux, qui utilise l'astuce de Moser. Donc, un théorème dû à Weinstein, qui dit qu'au voisinage d'une variété lagrangienne, il y a de nouveau pas d'invariant. Donc c'est quand même plus fort que de dire au voisinage d'un seul point. C'est au voisinage d'une sous-variété lagrangienne. Donc en fait, donc, il y a un modèle universel. Le modèle universel, c'est le modèle toujours de l'espace cotangent, c'est-à-dire que je peux regarder toujours cette variété lagrangienne, dimension n, donc comme étant la section nulle dans le fibré cotangent. Donc, dans le fibré cotangent, j'ai la section nulle. C'est une variété, bien sûr, lagrangienne, puisque c'est le graphe de la forme 0 qui est certainement fermée. Et donc, puis j'ai le fibré cotangent, qui est une variété symplectique. Eh bien, donc, le théorème de Weinstein me dit que localement, le voisinage de grand N, c'est rien d'autre que le voisinage, enfin, symplectiquement parlant, bien sûr, c'est la même chose qu'un voisinage des sections nulles dans Testaren. Donc, encore une fois, c'est le même contenu moralement que Darboux, enfin plus fort bien sûr, puisque c'est plus seulement, c'est local en un sens plus fort, puisque c'est plus local au voisinage d'un point, c'est local au voisinage d'une sous-variété lagrangienne. Mais il y a un seul modèle, donc, et le modèle, c'est celui-là, la section nulle dans le fibré cotangent. Voilà, alors, donc, encore une fois, je ne vais pas démontrer ce théorème, dont la démonstration est vraiment très semblable. Enfin, il faut travailler un peu, je veux dire, plus compliqué, mais enfin, l'idée est la même que celle du théorème de Darboux. Bon, alors cette proposition, par contre, est très facile, mais importante, parce qu'on s'en sert sans arrêt. C'est que, donc, comment est-ce que, naturellement, les variétés lagrangiennes viennent, en quelque sorte, dans ce cadre de dynamique hamiltonienne. Si j'ai un Hamiltonien H, et si le Hamiltonien H est constant sur une variété lagrangienne, grand N, alors automatiquement, la variété lagrangienne est invariante par le flot du Hamiltonien. Et donc, quelle est la démonstration donc, c'est de nouveau, ça c'est un calcul d'une ligne. Donc, je calcule oméga donc, entre un vecteur V, un vecteur tangent à N, et le Hamiltonien, XH. Donc, par définition du champ de vecteurs hamiltonien, j'obtiens DH appliqué à V. Et comme j'ai fait l'hypothèse que H est constant sur N, V étant tangent à N, ceci est nul. Et donc, quand on regarde maintenant, je crois que c'est oui, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que XH est oméga orthogonal à l'espace tangent, puisque c'était vrai pour tout vecteur V. Et comme N est lagrangienne, le oméga orthogonal de l'espace tangent, c'est l'espace tangent lui-même. Donc XH appartient à Tn, et ça vous dit bien que N est invariant par le flot. Donc c'est complètement élémentaire, mais c'est vraiment important de se rappeler de ça. Alors, ceci étant, c'est peut-être le moment pour le coup que je fasse, une remarque. Donc, enfin, ensuite, je parle de tore invariant lagrangien, mais pourquoi naturellement des tores? Ici, c'est une remarque générale sur les variétés lagrangiennes invariantes. C'est ce qu'on appelle le théorème de Arnold-Liouville. Il y a pas mal d'écart entre les deux. Mais qui vous dit la chose suivante. Donc pourquoi naturellement des tores qui vont apparaître plutôt que, a priori, on a déjà vu des tores dans le cadre de la définition complètement intégrable. C'est pour les raisons suivantes. Donc supposez que vous ayez, donc vous avez un Hamiltonien, alors que je vais aussi noter F1, H c'est un Hamiltonien, et puis ensuite vous avez un certain nombre d'autres fonctions, alors n autres fonctions qui vont,
alors la terminologie, c'est intégrale première en involution. Alors, je vais réclamer d'abord qu'elle soit indépendante. Donc, je vais réclamer, alors je vais considérer les champs de vecteurs xf1, xfn. Je vais supposer qu'ils sont linéairement indépendants. Alors, je vais dire tout de suite où, mais enfin, je vais... Alors, en fait, ce que je vais regarder, alors, ça revient au même, d'ailleurs, de dire que les différentiels dfn sont linéairement indépendantes. En fait, ce que je vais regarder, c'est une variété de niveaux pour la fonction f1, fn. Donc, je vais supposer, donc j'ai ce niveau-là, et je vais considérer grand M, pas grand M, grand N au contraire. Grand M, c'est la variété symplectique ambiante de dimension 2n. Et grand M, donc ça va être une composante connexe de ce que j'ai indiqué ici. Donc je regarde une variété de niveaux, je prends une composante connexe, et je vais faire l'hypothèse. Alors, pardon, je n'ai pas terminé. Donc, j'ai fait cette hypothèse-là, alors linéairement indépendant, le long de n. Donc, l'intérêt de cette hypothèse, d'avoir des différentiels indépendantes, c'est que grand N va être une sous-variété. Sous-variété régulière, enfin je veux dire lisse, puisque j'ai pris des FI indépendants. Donc n est une sous-variété lisse. Et donc je vais supposer deux choses en plus par rapport à ceci. Je vais supposer que grand N est compact. Alors là, c'est une vraie hypothèse, bien sûr, il n'y a aucune raison a priori. Enfin, je veux dire, si grand M était un fibré cotangent, par exemple, que grand N soit compact automatiquement. Donc je vais supposer que grand N est compact, la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que les champs de vecteurs ici sont reliés, sont oméga orthogonaux. En fait, là, c'est de nouveau une hypothèse forte, que ces champs de vecteurs, quel que soit J. Alors, vous voyez, d'après ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai attendu pour faire cette remarque que j'ai écrit ceci. Vous voyez que, alors en fait, ceci, un petit calcul va vous dire que grand N est lagrangienne. Enfin, c'est même pas un petit calcul. Vous avez ici des champs de vecteurs qui sont tangents au niveau grand N, et il y en a juste le nombre, ils sont linéairement indépendants, donc ils forment une base. Et ici, donc, comme ils forment une base, ceci vous dit que grand N est lagrangienne. Alors, le point, c'est que, qui plus est, donc vous allez conclure que grand N, à cause de la compacité, que grand N est un tor. Donc un tor lagrangien, voilà. Enfin, et en gros, la raison est la suivante, c'est que ces champs de vecteurs définissent donc des flots associés à chacun des FI, et cette relation vous dit que les flots commutent. Donc vous avez une action de Rn, donc vous avez n flots qui commutent 2 à 2, donc une action de Rn sur la variété grand M. Et comme la variété est compacte, vous n'avez pas tellement le choix, et que les champs sont non singuliers, vous n'avez pas tellement le choix, c'est automatiquement un tor, parce que le stabilisateur va être un sous-groupe discret, et le quotient, donc par un sous-groupe discret, quotient compact par un sous-groupe discret de Rn, c'est automatiquement un tor. Donc voilà,
ce théorème vous dit pourquoi naturellement, en quelque sorte, alors avec des hypothèses bien sûr, mais enfin, pourquoi assez naturellement vous pouvez tomber sur des tors lagrangiens plutôt que d'autres variétés, sous-variétés lagrangiennes. Encore une fois, c'est... Okay. OK, alors... Où est-ce que... Oui. Donc, je vais avoir beaucoup maintenant de tors variants lagrangiens jusqu'à la fin du cours. Donc, en tout cas, voilà pourquoi il est naturel de chercher des tors lagrangiens. Donc, maintenant, supposons que j'ai un Hamiltonien qui soit constant sur un certain tore lagrangien. Donc, je viens de voir dans le slide précédent qu'automatiquement, le tore T était préservé par le flot de XH. Alors, on peut, d'après le théorème de Weinstein que je viens d'énoncer, on peut se ramener au cas où la variété, donc où le tore, c'est la section nulle dans le cotangent. Donc, le cotangent de T, donc c'est simplement Tn fois Rn. T, c'est donc la section nulle, c'est Tn fois 0. La forme symplectique va être la forme standard sur le cotangent, c'est-à-dire somme des dpi wedge dqi. Et donc, j'ai localisé les choses, grand M. Donc, je regarde juste les choses au voisinage du tore. Bien sûr, grand M, c'est quelque chose, mais si je regarde juste un voisinage de T dans grand M, eh bien, ça devient symplectomorphe à un produit de Tn par un ouvert U, un voisinage de 0 dans Rn. Donc, voilà le modèle, en quelque sorte, un modèle local unique pour cette situation. Alors, quand j'écris le hamiltonien dans les coordonnées, donc les coordonnées dpi, dqi ici, eh bien, le hamiltonien, d'abord, il est constant sur le tore. Donc ici, les p s'annulent sur le tore. Les p s'annulent, donc toute cette partie-là s'annule identiquement sur t. Voilà la valeur constante qui ne va jouer aucun rôle. J'aurais dû le dire avant, bien sûr, mais si je change un hamiltonien par une constante, comme le champ de vecteur hamiltonien est défini par la différentielle de h, le champ de vecteur ne change pas, donc les hamiltoniens sont toujours, en gros, seulement définis à une constante additive près, que j'écris simplement par souci d'être complet, mais enfin, je veux dire, la constante C0 ne joue strictement aucun rôle dans l'étude de la dynamique. Par contre, bien sûr, ici, cette partie, donc je fais un développement de Taylor, un développement de Taylor le long du tore. Donc, j'obtiens les termes de premier ordre en P, avec des coefficients xi de q qui dépendent de la position sur le tore xi de q. Et puis ensuite, des termes qui dépendent de q. Je n'ai pas indiqué la dépendance en q ici, mais des termes qui, par rapport à p, sont d'ordre 2 ou plus. Donc, quand j'écris les équations de Hamilton, le long du tore, donc je suis le long de p égale 0, eh bien, je dois donc prendre... Alors, bien sûr, le tore est invariant, donc les p égale 0 va rester constant, et donc j'aurai q point égale dh sur dp. Le dh sur dp, bon, rien ne vient d'ici, et ici, ça va s'annuler puisque c'est à l'ordre 2 ou plus. Donc, le dh sur dp est donné par ces coefficients, c'est-à-dire que quand je restreins le champ de vecteur hamiltonien à t, j'obtiens un champ de vecteur qui est juste donné donc, par ces termes de premier ordre ici du développement du hamiltonien le long de t. OK ? Alors, ce qui va m'intéresser, c'est quand ici je récupère un champ de vecteur constant. Ici, a priori, il n'est pas constant. Il n'est pas constant, mais on a des théorèmes qui nous disent qu'il a quand même de bonnes chances d'être constant, d'une certaine façon. Donc, alors là, c'est juste une question de terminologie. Je dirais que le tore lagrangien invariant T que je viens de considérer, je vais dire qu'il est alpha quasi-périodique. Alpha est un vecteur de Rn, c'est un vecteur de fréquence, c'est le même vecteur de fréquence qu'on a vu au moment où j'ai présenté les systèmes complètement intégrables. Et bien donc, si après un changement de variable sur Tn, donc, puisque les coordonnées, quand j'ai appliqué le théorème de Weinstein, donc c'est devenu la section nulle, mais j'avais encore le choix d'un symplectomorphisme préservant la section nulle, donc d'un difféomorphisme de Tn, pour lequel, qui agissant sur le cotangent, agira par le cotangent
l'application cotangente de ce difféomorphisme. Donc j'ai encore des changements de variables permis tout en respectant les coordonnées, enfin la forme spéciale donnée par le théorème de Weinstein. Donc c'est un difféomorphisme petit h de Tn que je peux encore me permettre de faire. Et donc si je peux transformer le champ de vecteurs que je viens de voir, celui-là, si je peux le transformer par changement de variable en un champ de vecteurs constant, x alpha, je dirais que le tore en question est alpha quasi-périodique. OK. Donc ça, c'est juste une définition. Et donc, ça veut dire que, donc là, c'est ce que je viens d'expliquer, je peux faire le changement, un symplectomorphisme sur Tn fois Rn défini par ce difféomorphisme petit h, tout en respectant la forme symplectique, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, j'obtiens la même expression que précédemment, mais maintenant, les coefficients ici ne dépendent plus de Q, sont des coefficients constants qui déterminent justement le vecteur de fréquence alpha. Donc de nouveau, c'est un peu ce que j'obtenais d'une certaine façon pour les systèmes complètement intégrables, mais pour les systèmes complètement intégrables, j'avais cette formulation, puisque vous voyez qu'ici, ça ne dépend plus de Q, sauf, évidemment, ici, il y a une dépendance en Q encore. Mais au premier ordre, ça ne dépend plus de Q. Donc c'était la situation en quelque sorte qui est complètement intégrable, mais la différence c'est que dans le système complètement intégrable, j'avais une situation globale valable sur tout U, sur tout l'ouvert U, tandis qu'ici c'est uniquement en tant que jet à l'ordre 1 au voisinage de 0. Donc, enfin, il y a malgré tout un petit peu de... ça commence à ressembler à quelque chose de complètement intégrable. On va aller plus loin un peu plus tard. Alors, ceci étant, c'est le moment de mentionner des résultats, justement, concernant la possibilité de faire ce changement de variable petit h, transformant le xh en un champ de vecteurs constant. Alors, à vrai dire, on a vu les difféomorphismes du cercle. Alors, commençons par le cadre discret. On a vu des difféomorphismes du cercle, mais en fait, certains des résultats locaux pour les difféomorphismes du cercle s'étendent sans grande difficulté et bon, je donnerai une démonstration, ou plutôt une démonstration dans le cas de temps continu un peu plus tard, enfin, pas aujourd'hui, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Donc, on a vu un résultat de cette nature sur le cercle déjà. Donc, ici, je le donne en dimension quelconque. Donc, je pars de alpha dans Tn, et je vais supposer, alors ici, je dois faire une condition de petit diviseur, une condition diophantienne. Alors, c'est l'ensemble que j'avais appelé DC auparavant. Donc, si je pars d'un difféomorphisme F qui est proche de R alpha, ici, j'ai énoncé les choses dans la C infini topologie parce que c'est le cadre le plus facile, en quelque sorte, où les énoncés sont les plus simples. Mais il y a des énoncés un peu plus compliqués à démontrer en différentiabilité finie et aussi en analytique. Enfin, ici, je me limite à la topologie C infini. F donc, est proche au sens C infini de R alpha. Eh bien, automatiquement, je vais pouvoir écrire F comme alors, ce terme-là, H R alpha et H-1. Donc, c'est R alpha conjugué par le difféomorphisme H. Mais je vais devoir corriger par une rotation RT. Donc T, c'est voisin de 0. Donc la rotation ici, c'est une petite rotation. Et H, alors c'est un difféomorphisme. Comme je veux que ça soit unique, j'ai demandé que ça soit unique ici, il faut que j'élimine tout ce qui commute avec R alpha. Parce que bien sûr, si on commute avec R alpha, conjugué par un tel difféomorphisme, R alpha ne change rien. Donc une façon d'éliminer, comme il y a toujours plusieurs façons équivalentes d'éliminer ce centralisateur des rotations, qui sont les rotations elles-mêmes, mais enfin une façon pratique de normaliser petit h, c'est d'imposer que le déplacement moyen, h de x moins x, le déplacement moyen soit nul. Donc voilà un énoncé. Alors, juste une chose, oui, que je vais passer au tableau un instant, enfin pas longtemps. Justement, quand on a parlé des difféomorphismes du cercle, on a défini le nombre de rotations, etc., etc. Et donc, une formulation de plusieurs théorèmes de conjugaison, c'était en général de dire je suppose que le difféomorphisme
a le nombre de rotations qu'il faut. Ici, ça voudrait dire que le nombre de rotations de f, c'est alpha. Hein, et à ce moment-là, je peux conclure, cette fois-ci, mais sans le t, bien sûr, hein, je peux conclure que f est conjugué à r alpha. C'était ça la formulation qu'on avait. Alors, pour pouvoir avoir cette formulation, hein, il faut avoir cette notion de nombre de rotations. Or, il se trouve qu'en dimension plus grande, lorsque n est au moins égal à 2, hein, eh bien, malgré... Alors, bon, il faut déjà au minimum que je sois homotope à l'identité, mais ça, c'était, enfin, en quelque sorte, ça correspond, dans le cas de la dimension 1, à préserver l'orientation plutôt que renverser l'orientation. Mais ici, bon, évidemment, il y a beaucoup plus de classes d'homotopie en dimension supérieure. Ça, mais enfin, même en supposant que c'est homotope à l'identité, il y a seulement un ensemble de rotations. En fait, alors, il y a plusieurs options pour définir l'ensemble de... Enfin, je veux dire, plusieurs définitions non équivalentes. Je veux dire, plusieurs objets qu'on peut avoir envie d'introduire. Je vais donner celui qui est le plus simple à définir immédiatement. Hein. Donc, je prends un petit f sur le tore qui est homotope à l'identité. Alors, automatiquement, je peux le relever. Hein. Je peux relever en un grand F, qui est un relèvement. Donc, de nouveau, ça signifie quoi? C'est que f va commuter aux translations entières. Hein, f de x plus k égale f de x plus k pour tout k dans Zn. Donc, un relèvement de petit f. Hein. Et donc, cette propriété me dit que je peux écrire grand F sous la forme x plus phi de x, avec une fonction phi qui est Zn périodique. Alors, une façon de définir l'ensemble, enfin, je veux dire, un concept possible pour l'ensemble de rotation, encore une fois, ce n'est pas le seul, hein, c'est de considérer l'ensemble μf, donc l'ensemble des probabilités, des mesures de probabilité mesures de proba sur Tn qui sont invariantes par petit f. Donc ceci, quand je m'unis de la topologie faible, je vous rappelle que c'est un ensemble convexe compact, non vide. Et en fait, de calculer, lorsque j'ai un mu qui se trouve, donc qui est une mesure de probabilité invariante, hein, et bien d'associer à mu, donc il y aura un nombre de rotations, mais qui dépend de la mesure en question. Hein, ρ mu alors je le définis en haut et ensuite je pourrais, si je veux, redescendre en bas. Mais en haut, c'est juste prendre le déplacement moyen. Mais c'est le déplacement moyen. Donc le déplacement, c'est phi de x. Hein, le déplacement moyen, mais évidemment pour la mesure mu. Et donc, la différence fondamentale entre la dimension 1 et les dimensions supérieures, hein, c'est qu'en dimension 1, ce nombre-là, alors d'abord, dès qu'il n'y avait pas d'orbite périodique, hein, en fait, il y avait un seul point dans cet ensemble. Donc, évidemment, ce nombre de rotations est théoriquement bien défini. Et puis, même dans le cas où il y a des orbites périodiques et donc éventuellement plusieurs mesures de probabilité invariante, bien les propriétés des orbites périodiques versus le nombre de rotations vous disaient immédiatement que ce nombre-là était toujours le même, quelle que soit la mesure de probabilité invariante. Par contre, c'est plus du tout vrai. Hein, c'est plus du tout vrai en dimension supérieure. C'est très facile, par exemple, hein, de construire des orbites périodiques en dimension 2, par exemple, hein, qui vont aller dans des sens différents, enfin, je veux dire, qui vont donner lieu les mesures de Dirac supportées par ces orbites périodiques.
vont vous donner des nombres de rotation associés différents. Donc en général, une notion possible, encore une fois, pour l'ensemble de rotation, ça serait l'ensemble de ces nombres-là. Donc comme cette application est linéaire en mu, vous obtiendrez donc l'ensemble des ρ mu de f lorsque mu est dans MF. Vous pouvez appeler ça ensemble de rotation de grand F. Et donc à ce moment-là, sous cette forme, c'est un convexe compact. Alors vous pouvez aussi, mais je vais arrêter là, vous pouvez aussi vous restreindre aux mesures qui apparaissent ici, mais les mesures qui sont ergodiques. Et quand vous prenez les mesures ergodiques, vous allez obtenir, bien sûr, une partie de cet ensemble-là, et cet ensemble-là sera l'enveloppe convexe de ce sous-ensemble. Les mesures ergodiques vous obtiendrez donc plus d'informations en regardant seulement les mesures ergodiques, mais un ensemble a priori plus compliqué que celui-là. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin, c'est juste pour dire, parce que c'est essentiellement une remarque qui est négative par rapport à l'énoncé qui est là, puisque je suis en train de dire que vous n'avez pas moyen, comme ça, enfin en tout cas, de mettre une hypothèse simple qui serait portant sur une notion comme nombre de rotation. Alors, donc là j'ai donné l'énoncé discret. En fait, ce qui m'intéresse par rapport à la dynamique hamiltonienne, c'est l'énoncé en temps continu. Donc c'est un énoncé très très proche du précédent. Alors il y a une condition diophantienne qui va apparaître, que j'appelle HDC, qui va être définie au prochain slide. Donc c'est condition diophantienne homogène, mais écrit dans l'ordre anglais, homogeneous diophantine condition. Donc je prends un champ de vecteurs X qui est proche d'un champ de vecteurs constant, X alpha, et donc les alphas satisfaisant une condition diophantienne homogène qui est définie au prochain slide. Donc si X est proche de X alpha, c'est la même chose moralement que le théorème précédent, c'est-à-dire je transforme X alpha par un difféomorphisme. Maintenant j'agis par un difféomorphisme sur les champs de vecteurs, donc j'agis par l'application tangente de H. Et puis je dois corriger ceci, donc ça correspond à la conjugaison pour les difféomorphismes. Je fais le changement de variable donné par H sur X alpha, et je dois corriger, comme je devais corriger par une petite rotation, ici je dois corriger par un petit champ de vecteurs constant. Je veux dire la xt, c'est somme des ti, d sur dqi. Un petit champ de vecteurs constant, t est voisin de 0, et de nouveau h est normalisé, c'est la conjugaison est normalisée comme avant. Donc c'est vrai, je donnerai une démonstration de ceci une fois que j'aurai introduit un petit peu des outils pour le faire. Je donnerai une démonstration de ceci la prochaine fois. Donc voilà le théorème de linéarisation locale en quelque sorte pour les champs de vecteurs sur Tn, donc qui vous donne quand même une chance raisonnable, j'ai envie de dire. Il vous faudra bien sûr que t soit égal à 0. Mais si vous arrivez à faire en sorte que t soit égal à 0, vous pourrez assez souvent transformer un champ de vecteurs x proche d'un champ de vecteurs constant, le transformer par un changement de variable en le champ de vecteurs constant. Et donc c'est ce que j'avais raconté avant. Je veux dire, obtenir un modèle canonique pour le champ de vecteurs dessus. Alors il y a une variante de ce théorème, qui est utile, que je mentionne. Alors cette variante n'existe pas, bien sûr, le bien sûr, c'est seulement une fois que j'aurai expliqué ce que c'est que cette variante, n'existe pas en temps discret, parce que je vais me permettre ici un changement d'échelle du temps. C'est-à-dire que si j'ai le champ de vecteurs constant x alpha, je multiplie alpha par un nombre réel s qui est proche de 1, j'obtiens un champ de vecteurs qui est juste s fois le précédent, donc dont l'intégration c'est les mêmes orbites, simplement je dois dilater le temps par un facteur s pour passer de l'un à l'autre. Donc moralement, c'est juste un changement d'échelle du temps. Et donc on a une version de ce théorème où vous voyez la différence
hein, c'est que je permets de remplacer x alpha par x fois s alpha. S va être proche de 1. Hein, mais par contre, donc, ce que je gagne en échange, en quelque sorte, c'est que je peux restreindre un petit peu l'endroit où vit t. C'est-à-dire que t, ici, va varier, va être proche de 0 comme précédemment, mais au lieu d'être a priori n'importe où proche de 0, je peux imposer à t, ici, d'être dans un certain hyperplan du moment que j'ai choisi cet hyperplan transverse au multiple de alpha. Donc c'est juste une petite variante, hein, du théorème précédent, qui se démontre de la même façon. Je démontrerai cette variante-là, mais enfin, il est bon de connaître celle-là, avec de nouveau un diffeomorphisme normalisé comme d'habitude. Deux façons, en quelque sorte, deux théorèmes de linéarisation locaux qui sont vraiment une variante l'un de l'autre. Alors, j'ai écrit HDC dans le slide précédent. Donc, qu'est-ce que c'est que cette condition diophantienne? Alors, c'est des conditions diophantiennes qui ressemblent énormément à celles qu'on a déjà vues. C'est celles qui s'appliquent au problème à temps continu plutôt que l'autre qui s'appliquait au temps discret. Jusqu'à maintenant, j'avais plutôt vu des choses à temps discret. Ici, je suis avec un temps continu. Donc, vous voyez la différence, c'est qu'avant, je devais écrire j'avais écrit avant la distance au plus proche entier. Ici, c'est simplement la valeur absolue. Hein, je fais le produit somme des KI alpha i, ici. Somme des KI alpha i, mais cette fois-ci, au lieu de dire distance au plus proche entier, que j'avais noté avec norme indice t, hein, ici, c'est la valeur absolue usuelle. Hein, et donc, je veux que le produit scalaire somme des KI alpha i ne devienne pas trop petit tant que k n'est pas très grand. Hein, donc, pour tout k, donc ceci étant, c'est les mêmes quantificateurs, si j'ose dire. Je m'arrange, j'ai juste pris cet exposant 1 moins n moins tau, de façon à ce que les choses démarrent comme précédemment, hein, avec tau égale 0. C'est-à-dire tau, si je prends tau négatif dans cette formule, cet ensemble-là sera vide. Donc vous pouvez tout de suite ne pas le considérer. Par contre, si vous prenez tau égale 0, mais gamma suffisamment petit, hein, eh bien à ce moment-là, vous pourrez commencer à trouver des choses dans cet ensemble. Je veux dire, cet ensemble sera non vide. Donc, voilà cette définition. Donc, alors, elle ressemble beaucoup. Donc, évidemment, à partir de celle-là, on peut d'abord permettre à gamma de varier et obtenir un ensemble HDC de taux, où il n'y a plus que l'exposant qui intervient, et finalement laisser l'exposant lui-même varier, hein, pour obtenir donc condition diophantienne homogène. C'est cette condition-là qui apparaît naturellement dans le cadre C infini, et c'est celle donc qui était dans les deux théorèmes, enfin dans le théorème, pas les deux justement, le théorème précédent, sur les champs de vecteurs, sur le tor. Alors, je ne vais pas étudier, ce n'est pas des conditions qui méritent d'être étudiées séparément des précédentes, dans le sens où il y a des relations très claires avec les précédentes. Alors d'abord, homogène. Homogène, ça se traduit par cette relation-là. Hein, si, bien sûr, vous regardez ici, si vous multipliez alpha par t alpha, eh bien, vous multipliez par t ici, donc c'est le gamma qui devient multiplié par t, enfin exactement par valeur absolue de t, puisque je permets à t d'être négatif. Ça c'est clair. Dans ce sens-là, c'est également clair. Si alpha donc alpha est ici de dimension n-1, enfin j'ai pris n supérieur à 2. Hein, donc ici alpha serait de dimension n-1. Donc le 1 alpha sera de dimension n. Hein, et donc j'ai clairement ceci. Alors dans l'autre sens, c'est presque la même chose. Si je veux revenir en arrière, si je veux revenir en arrière, il y a l'homogénéité, je vais diviser par alpha. Donc de alpha 0 alpha, je vais commencer par diviser par alpha 0 pour récupérer 1, et puis alpha sur alpha 0, hein, donc, qui est le nombre qui apparaît ici. Hein, et puis ensuite, il faut juste faire un tout petit peu attention aux normes. C'est pour ça que j'ai une constante C ici qui dépend de façon un peu compliquée, enfin compliquée, pas très compliquée, mais enfin, je n'ai pas envie d'écrire la dépendance des différentes quantités. Le point, c'est que c'est sur la norme de K que j'ai utilisée qu'il faut que je fasse un peu attention, puisque quand j'ai écrit les conditions diophantiennes usuelles, hein, donc c'était la norme de K comme vecteur dans Zn-1, hein, puisque je n'avais pas inclus l'entier le plus proche que j'utilise dans la définition de DC. Hein. Ici, cet entier le plus proche est explicitement intégré en quelque sorte dans cette norme infinie,
C'est pour ça qu'il faut un tout petit peu faire attention à la constante C. Hein. Bon, enfin, c'est juste un détail sans importance, donc je saute. Enfin, je n'en parle pas plus. Donc, essentiellement, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est très proche des conditions différantiennes qu'on a vues auparavant. Enfin, je veux dire, en la même façon que le projectif et l'affine. Hein. C'est la même relation qu'il y a entre projectif et affine. Alors, à quoi sert donc alors, sans faire la démonstration maintenant du théorème précédent, mais au niveau purement linéaire, des équations linéaires, on a vu l'équation de différence en long et en large, l'équation phi rond R alpha moins phi égale psi rond R alpha moins psi égale phi. Alors, il y a une équation analogue pour les champs de vecteurs, que j'avais peut-être introduit le premier cours, je ne suis plus très sûr, qui est celle-là. Hein. Donc, cette fois-ci, étant donné une fonction psi, je vais appliquer le champ de vecteur vu comme un opérateur différentiel de premier ordre. Donc j'applique ce champ de vecteur, j'obtiens une fonction phi donc, qui est déterminée par cette formule. Donc c'est la combinaison linéaire à coefficients donnée par les alpha i des dérivées partielles de psi. Donc quand on regarde au niveau des coefficients de Fourier, j'obtiens bien sûr, je traduis ceci par cette relation pour k dans Zn. Donc vous voyez que cette fois-ci, les petits diviseurs qui apparaissent, donc l'idée c'est que, comme d'habitude, je vais me donner phi et je vais chercher psi. Donc je vais devoir diviser par ces quantités 2pi fois k alpha. Enfin, j'ai juste écrit k alpha, mais je vais devoir diviser par 2pi fois k alpha. Et bon, voilà pourquoi j'ai introduit ces conditions différantielles homogènes. Je vous rappelle que dans le cas des équations aux différences, je devais seulement diviser par exponentielle 2pi k alpha moins 1. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas que k alpha soit proche d'un entier, puisque c'était ce qui annulait les petits diviseurs. Ici, les petits diviseurs se présentent directement sous cette forme, et donc ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ne soient pas trop petits. C'est bien ce que traduisait la condition différantielle homogène que j'ai introduit. Alors, j'ai un théorème, donc ça c'est la version d'un théorème que j'ai donné dans l'équation de différence. Et la démonstration est exactement la même. La démonstration, vous l'aviez, enfin je l'ai mis sur le site, c'est un petit, enfin 3-4 pages. Ça vous dit que si vous partez, donc vous vous donnez gamma tau, une classe de différentiabilité R qui est suffisamment grande pour que ce nombre S soit strictement positif. Donc le S, donc vous avez soustrait la perte de différentiabilité qui est n plus tau moins 1. Et donc si S n'est pas entier, donc toujours des questions d'analyse harmonique un peu subtiles, eh bien vous allez exactement, partant d'une donnée phi ici, qui est de classe CR, trouver une solution psi qui est de classe CS. Alors comme d'habitude, le 0 signifie que je prends des choses de moyenne nulle. J'aurais dû mentionner ici de nouveau que cette relation-là vous dit qu'une condition évidemment nécessaire en prenant k égale 0. En prenant k égale 0, vous voyez que automatiquement la fonction phi est de moyenne nulle. Donc pour envisager de résoudre cette solution, il faut que phi soit de moyenne nulle. Et bien sûr, de nouveau, ceci, si vous ajoutez à psi une constante additive, vous ne changez pas les dérivées partielles, donc vous ne changez pas x alpha psi. Donc vous pouvez toujours chercher une solution qui soit de moyenne nulle, ça ne nuit pas à la généralité de la chose. Donc c'est pour ça qu'ici, aussi bien la donnée que la solution sont supposées être de moyenne nulle, et vous avez un contrôle de la norme CS de psi en fonction de la norme CR de phi, une constante dépendant de l'exposant et puis des deux différentiabilités, enfin de la dimension et de la différentiabilité. Voilà, alors, est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai le temps, je pense. Juste une chose, je ne veux pas démontrer encore une fois la démonstration y est, mais comme je vais me servir dans un instant de la version C infini qui est beaucoup plus facile, je le mentionne très rapidement. Quand vous prenez phi de classe C infini, eh bien comme d'habitude, ça revient à dire
que les coefficients de Fourier, phi de k, sont grand taux de k puissance moins n pour tout n. Donc ça, c'est pour ça que le cadre C infini est beaucoup plus facile à traiter que le cadre de différentiabilité finie. Et d'autre part, le alpha. Alors ici, c'est la version alpha dans HDC où j'ai éliminé les paramètres gamma et tau. Donc j'ai pris l'union sur gamma et tau. Ça revient à dire, c'est équivalent à dire que, alors k est différent de 0 dans toute cette histoire, que les. Donc ça veut dire qu'il existe un grand M, disons. Enfin, c'est plus ou moins le taux, mais avec un décalage, donc ça doit être n plus 1 moins taux, n plus taux moins 1. Grand taux de k puissance, alors je crois que c'est n moins 1 plus taux. Bon, je mets la norme infinie, enfin n'importe quelle norme peut servir. Donc ça veut dire qu'il existe taux. Tel qu'on est ceci. Donc les petits diviseurs croissant au plus polynomialement, les coefficients de Fourier croissant décroissant plus vite que n'importe quelle puissance inverse de la norme de k, vous voyez que les deux ensemble impliquent que psi chapeau de k lui-même vérifie la même relation. Donc en écrivant la formule, et donc que psi est C infini. Bon, le moyenne nulle parce que je. D'accord, donc le cas de la classe C infini est complètement trivial. C'est en différentiabilité finie qu'il faut un petit peu travailler. Ah non, c'est le contraire, pardon. Je n'avais pas annulé. Bon, alors, donc j'arrive à un concept important, donc j'arrive vers la formulation du théorème Kamm, enfin la version la plus élémentaire. Donc un concept important qui est celui de torsion. Donc je pars d'un tore lagrangien, alpha quasi-périodique. Donc ça veut dire, encore une fois, que je peux trouver des coordonnées sur le long du tore, dans lequel la dynamique restreinte au tore est donnée par le champ de vecteurs constant x alpha. Alors, donc de nouveau, comme toujours avec le théorème de Weinstein, je peux donc écrire, c'est ce que je viens de dire, enfin je l'ai dit dans un slide précédent, je peux écrire h, donc dépendant des coordonnées q et p, mais le long du tore, donc la valeur de h le long du tore, la partie linéaire dont j'ai pu éliminer la dépendance en q, et ensuite donc une partie quadratique que je suis juste en train d'écrire, une partie quadratique où cette fois-ci les coefficients maintenant dépendent de q, PI, PJ, donc une forme que je peux bien sûr supposer symétrique, parce que c'est juste un développement de Taylor, une forme symétrique, plus des termes d'ordre 3 et plus, dépendant de Q, bien sûr. La dépendance de Q continue à avoir lieu. Donc ce qu'on appelle torsion, c'est la matrice symétrique qui est formée à partir des valeurs moyennes sur le tore, par rapport à la mesure de Lebesgue sur le tore, la valeur moyenne de ces coefficients BIJ. Donc une matrice symétrique n fois n, si le tore est lagrangien de dimension n. Donc, dans le cas complètement intégrable, qui est une des situations où j'obtenais naturellement beaucoup de tores lagrangiens invariants, eh bien, c'est rien d'autre que la matrice hessienne. Enfin, d'ailleurs, c'est aussi le cas ici. Je veux dire, quand vous voyez comment vous calculez les BIJ, enfin, il faut faire cette moyenne. Enfin, dans le cas où la situation ne dépend pas des variables Q, donc j'ai à ce moment-là directement BIJ, PI, PJ, donc la moyenne. C'est la moyenne d'une fonction constante, ça ne change rien. Et à ce moment-là, donc, ces coefficients se récupèrent comme étant la matrice hessienne du Hamiltonien grand H. Voilà. Donc, donc cette torsion va jouer un rôle important, et surtout
en quelque sorte en connexion avec ce qu'on appelle forme normale de Birkhoff. Forme normale de Birkhoff, donc je pars d'un tore lagrangien, c'est le même contexte que le slide précédent, invariant par un champ de vecteurs hamiltonien. Eh bien, ce que nous dit le théorème, enfin la proposition du Birkhoff, c'est que lorsque le alpha, donc alpha c'est le champ de vecteurs constant le long de T, lorsque alpha est diophancien, donc alors diophancien dans le sens homogène, diophancien dans le sens homogène, eh bien vous pouvez vraiment non seulement éliminer la dépendance en Q dans les termes de premier ordre, ce qu'on a déjà fait, mais l'éliminer à un ordre arbitraire, c'est-à-dire qu'ici vous avez vraiment des coefficients qui ne dépendent plus de Q, les grands BJ. Alors les J sont des multi-indices, donc vous vous êtes donné un indice grand N, c'est-à-dire que vous allez pousser le développement de Taylor jusqu'à l'ordre grand N. Et donc, vous allez obtenir ces termes-là qui ne dépendent pas de Q, et toute la dépendance en Q va être repoussée dans ce terme reste, qui est donc de degré au moins n plus 1 par rapport aux variables P. Donc la partie homogène de degré 2, la première qui apparaît ici, ça sera rien d'autre que la torsion. Donc, ce qui explique un peu mes notations. Je vais dire, donc J c'est un multi-indice. Norme de J, c'est comme d'habitude la somme des composantes de J. Et donc, les coefficients qui apparaissent à l'ordre 2 sont donnés par la matrice de torsion. Et puis ensuite, il y a d'autres coefficients qui constituent justement cette forme normale de Birkhoff en ordre 3, etc., jusqu'à n. Et vous pouvez continuer à un ordre arbitraire, mais vous gardez bien sûr un reste ici. Mais le contenu moral de ça, le contenu moral de cette proposition, c'est que donc à ce reste près qui est d'ordre arbitrairement grand, encore une fois, vous pouvez, enfin je veux dire le hamiltonien H ne dépend que de P, ne dépend que des variables P, c'est-à-dire qu'il est complètement intégrable à un reste d'ordre arbitrairement grand près. Donc, encore une fois, c'était le lien. Bien sûr, quand j'avais un hamiltonien complètement intégrable, j'avais automatiquement un espace des phases qui était feuilleté par des tores lagrangiens invariants quasi périodiques, avec un alpha qui était donné par la fonction de fréquence qui était la dH sur dp. Mais inversement, d'une certaine façon, il suffit d'avoir un tore lagrangien à condition qu'il soit diophancien. Quand j'ai un tore lagrangien isolé, lui, a priori, enfin isolé, je veux dire pris isolément, alpha quasi périodique, eh bien, au voisinage, je peux quand même considérer que les choses ressemblent énormément. Alors, je veux dire, peut-être pas encore pour le moment d'un point de vue dynamique, mais au moins d'un point de vue analytique sur la forme du hamiltonien, ressemble beaucoup à un hamiltonien complètement intégrable, dans le sens où la dépendance en Q, dans les variables angulaires, est repoussée dans ce reste qui est de degré arbitrairement grand en P. Alors, j'indique rapidement une preuve. Alors, ce n'est pas une preuve générale parce que les notations deviennent vraiment lourdes pour les termes de degré supérieur. Donc, je vais juste faire le cas n égale 2, c'est-à-dire le cas des termes quadratiques, qui est de toute façon celui qui m'intéresse le plus. Comment transformer les termes quadratiques qui étaient, je vous rappelle ici, dépendants de Q, faire en sorte de faire disparaître la dépendance en Q. Et en fait de remplacer donc ces termes par leur valeur moyenne. Donc je pars voilà le développement à l'ordre 2, donc avec un reste d'ordre 3, donc c'est ce que j'ai écrit précédemment. Donc je vais faire un changement de variable. Alors c'est un changement de variable qui va être associé au temps 1 d'un champ de vecteurs hamiltonien. Donc le hamiltonien, je vais prendre un hamiltonien quadratique de cette forme, donc avec des coefficients, donc c'est le long de t fois 0, de tn fois 0 que ça se passe. Donc j'ai des fonctions sur le tore de dimension n, et ici quelque chose à l'ordre 2, donc quadratique dans les variables p. Alors quand on fait le calcul, que je vous laisse faire, enfin je veux dire que je vous donne juste le résultat, donc les variables p s'en vont sur des variables, enfin pq vont sur des variables p', q'. Alors bien sûr, j'ai pris un hamiltonien quadratique, donc
automatiquement, le tore Tn fois 0 va être préservé, et non seulement préservé, mais le champ de vecteur sur le tore va être préservé. Donc voilà comment changent les coordonnées. C'est P'I plus des termes quadratiques ici, et QI c'est Q'I. Donc vous voyez, je n'ai rien changé sur le tore lui-même. Quand PI égale 0, quand les PI ou P'I sont... Bon, PI et P'I s'annulent en même temps d'abord, et quand les P'I sont nuls, QI est égal à Q'I. Donc je n'ai pas changé les coordonnées sur le tore, mais je les ai changées au premier ordre de façon transverse ici. Et de la même façon, j'ai des termes quadratiques ici. Donc ça, c'est le calcul qui résulte du champ de vecteur qui est ici. Et donc, alors pourquoi j'ai écrit les Q en fonction des Q' plutôt que l'inverse? C'est parce que je m'apprête à transformer le Hamiltonien par le changement de variable. Donc il fallait que je fasse H rond F. Donc le H qui est là, je vais l'exprimer en fonction, donc je remplace les P et Q par les coordonnées P', Q', qui sont données par cette formule, et j'obtiens H maintenant en fonction des Q', P', donc après changement par le symplectomorphisme temps 1 de ce champ de vecteur hamiltonien, qui est, la partie, vous voyez qu'à cause des formules qui sont là, la partie d'ordre 0, bien sûr, ne bouge pas. La partie de premier ordre non plus, c'est les mêmes coefficients alpha i. Par contre, j'ai une partie d'ordre 2 où j'ai de nouvelles fonctions B'Jk au lieu des Bjk. Et la relation entre les deux fonctions, c'est que B'Jk, c'est Bjk plus ce terme-là. Donc il faut juste, je ne fais pas les calculs au tableau, mais enfin, j'indique justement les étapes. On obtient donc ici, alors on reconnaît ici le champ de vecteur constant x alpha appliqué à cette fonction Cjk. Donc, ce que je cherche à faire, c'est éliminer la dépendance en Q dans les coefficients ici. Donc, ceci, c'est le coefficient qui m'était donné. Celui-là, c'est celui que je vais obtenir après changement de variable symplectique. Donc, je veux que celui-là ne dépende pas de Q. Alors, la façon raisonnable de le faire, c'est de prendre donc pour ce coefficient ici la valeur moyenne que j'ai appelée torsion, le Bjk, qui est la valeur moyenne de cette fonction. C'est effectivement ce qu'il faut que je fasse, puisque cette fonction-là est toujours de moyenne nulle. Je ne peux pas changer la moyenne ici. La moyenne de Bjk, c'est forcément la moyenne de B'Jk. Et donc, il faut que je prenne pour Bjk la valeur moyenne de petit Bjk. Donc, j'obtiens effectivement l'équation linéaire que je viens de voir. Donc j'ai juste répété très brièvement ce que j'avais vu auparavant. Je développe en coefficient de Fourier la fonction b auquel j'ai retranché sa valeur moyenne. Et donc j'obtiens pour les Cjk cette série de Fourier avec cette relation-là sur les coefficients de Fourier. Il y a un moins parce que le C est de ce côté-là, donc il faut que j'ai un signe moins qui vient de là-bas. Enfin, sinon, c'est l'équation, le champ de vecteurs que je viens d'obtenir. Et c'est pour ça que j'ai fait ce calcul en C infini, puisque j'ai présenté ici la forme normale de Birkhoff en classe C infini. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de cette chose sophistiquée sur la différentiabilité finie. J'obtiens directement que la série de Fourier converge vers une fonction de classe C infini. Et donc, je peux, comme ceci, faire ce changement de variable, enfin, trouver les Cjk, donc faire un premier changement de variable qui transforme les Bjk qui dépendant de Q en leur valeur moyenne. Alors, ceci étant, à part que les notations deviennent un peu plus lourdes, puisque je vais traîner la partie d'ordre 3, 4, etc., donc des multi-indices, ça se passe exactement de la même façon pour les termes d'ordre supérieur, et ça démontre la proposition sur la forme normale de Birkhoff. Alors, j'ai juste maintenant le temps d'énoncer le théorème CAM avant la fin du cours. Donc, quelle est la version primitive? Donc, c'est celle de Kolmogorov en 1954 et dont les premières démonstrations étaient données par Arnold et Moser. Moser dans le cadre C infini, Arnold dans le cadre analytique, puis Moser en dimension 2. Enfin bon, différentes petites variations dessus. Donc, vous partez d'un tore lagrangien. Donc, c'est vraiment la situation où j'étais. Alpha quasi-périodique de classe C infini. Donc invariant par le flot de Hamiltonien H0. Donc la situation précédente. Donc vous faites deux hypothèses. Une première que j'ai déjà faite, disons par exemple pour la forme normale de Birkhoff, que alpha est diophantien.
Donc un tor diophancien, alpha dans HDC, donc c'est la variante homogène de la condition diophancienne. Et d'autre part, vous allez supposer que la torsion de T0, que je viens de définir, donc cette torsion, c'était une matrice symétrique, donc je veux que cette matrice symétrique soit inversible, donc en d'autres termes, la torsion soit non dégénérée vue comme forme quadratique. Enfin. Alors, pour tout hamiltonien H qui est proche de H0, suffisamment proche dans la topologie C infini, eh bien, vous allez pouvoir trouver à nouveau, pour la perturbation H du hamiltonien H0, un tor T avec la même, qui est alpha quasi-périodique avec le même alpha, qui est aussi de classe C infini et qui est maintenant invariant par le flot de H. Donc c'est un théorème sur la persistance des tors lagrangiens diophanciens. Diophancien voulant dire alpha quasi-périodique avec alpha diophancien. Voilà. Donc voilà pour le théorème CAM. Alors on verra plusieurs variantes successives de ce théorème. La raison étant que malheureusement, la condition de non-dégénérescence qui apparaît ici n'est pas toujours satisfaite dans les, dans les situations pratiques, enfin je veux dire où on voudrait appliquer ce théorème. Même si c'est une condition générique. Si vous prenez une matrice symétrique au hasard, bien sûr, son déterminant est non nul, donc, mais dans les applications pratiques, il y a vraiment des dégénérescences fortes qui peuvent se produire. D'où la nécessité d'avoir des variantes de ce théorème. Alors je vais tout de suite en donner une pour conclure, mais là c'est pas une variante, c'est une variante qui n'est pas plus dégénérée que la précédente, mais c'est une variante où on impose de préserver le niveau d'énergie. C'est-à-dire que d'abord, je définis la torsion, donc c'est une notion de non-dégénérescence qui est légèrement différente. C'est-à-dire que la matrice symétrique, derrière la forme quadratique que j'avais, je ne vais pas regarder ce qu'elle vaut sur Rn tout entier, mais je regarde ce qu'elle vaut sur un hyperplan de Rn défini par les fréquences alpha i. Donc c'est maintenant de dimension n-1. J'ai maintenant une forme quadratique sur l'espace de dimension n-1. Elle peut être ou peut ne pas être non dégénérée. La non-dégénérescence à ce niveau est indépendante de la non-dégénérescence sur l'espace total. Il n'y a pas d'implication dans un sens ni dans l'autre. Donc je dirais qu'il est non dégénéré à énergie fixée. Donc si cette restriction à dimension n-1 est maintenant non dégénérée, mais en dimension n-1. Alors le théorème sous cette forme, donc c'est une variante encore une fois, alors je démontrerai plutôt la première, celle que j'ai donnée dans le slide précédent, mais enfin ceci étant, celle-là se démontre de la même façon. Si vous prenez donc un tor lagrangien, alors le départ est le même, simplement donc ce tor lagrangien étant invariant, se trouve dans un certain niveau d'énergie, H0 égale H étoile de H0. Donc la différence, alors vous supposez que alpha est diophancien, c'est la même chose qu'avant. Par contre, vous faites cette hypothèse de non-dégénérescence, donc qui est légèrement différente, enfin qui est différente, mais je veux dire qui est toujours une hypothèse de non-dégénérescence de la torsion. Alors à ce moment-là, donc là, vous allez pouvoir trouver. Alors qu'est-ce qui se passe C'est que d'une part, alors en mieux en quelque sorte, vous pouvez choisir le niveau d'énergie, c'est le même niveau d'énergie, donc vous avez un hamiltonien perturbé, grand H, grand H qui est proche de H0, d'accord ? Et donc, en mieux, en quelque sorte, c'est que vous fixez le niveau d'énergie. C'est le même niveau d'énergie que le niveau d'énergie initial, H égale H étoile, mais vous avez un prix à payer, en quelque sorte, c'est que vous devez permettre au vecteur de fréquence, avant, dans la version précédente, c'était le même alpha. Ici, c'est presque le même alpha, c'est-à-dire que vous devez permettre à alpha d'être multiplié par un facteur d'échelle, petit t, qui est voisin de 1. Donc c'est ce qu'on avait vu déjà au niveau du théorème de linéarisation des champs de vecteurs sur le tor. Il y avait deux versions. Une version où on exigeait de garder la même fréquence, une autre où on permettait à la fréquence d'être multiplié par un scalaire. Encore une fois, ça ne change pas qualitativement les orbites, c'est juste un reparamétrage du temps par ce facteur t. Voilà. Alors, avantage à cause de cette version,
hein, c'est qu'on obtient automatiquement comme ça des familles à un paramètre de tore invariant. Parce que, bien sûr, quand j'ai un Hamiltonien H, je peux je peux mettre une constante additive. Donc, si j'ai un H donné, je peux considérer la famille à un paramètre, le paramètre CS, hein, qui est juste additionner une constante. Quand vous additionnez une constante, encore une fois, vous ne changez pas la dynamique. C'est le même champ de vecteurs hamiltonien. Mais évidemment, les niveaux correspondants vont varier. Je veux dire, les niveaux H étoile constants de cette famille de Hamiltoniens, ça revient à permettre au niveau d'énergie de varier au voisinage du niveau initial H étoile. Et donc, le théorème va vous donner un tore invariant de cette forme-là, hein, T alpha quasi périodique, un tore invariant dans chaque niveau d'énergie, donc une famille à un paramètre de tore invariant qui seront essentiellement, alors pas avec la même fréquence, mais avec des fréquences commensurables. Voilà, donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, je présenterai essentiellement des outils pour démontrer ces théorèmes-là. Je ne vous ferai pas toutes les démonstrations, mais je voudrais présenter les concepts. Pour démontrer ces théorèmes, donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'arriver jusqu'à la démonstration du théorème CAM, mais en tout cas, on fera en particulier comme application de ces outils la démonstration du théorème de linéarisation des champs de vecteurs sur le tore. Mais en tout cas, disons que des variantes de ces théorèmes CAM vont m'occuper pendant au moins les 2 séances qui viennent. Et puis donc je reviendrai dans la dernière séance, surtout la dernière heure, la dernière séance, sur la mécanique céleste. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui.